Bonjour, je m'appelle Dominique Jacob, je suis architecte. J'exerce à Paris et avec mon associé Brendan McFarlane depuis 1998. Je me suis intéressée à l'architecture très tôt. D'une part parce que je m'intéressais beaucoup aux arts, je voyais beaucoup d'expositions, je voyais beaucoup de musées. Et j'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager pendant mon enfance. J'ai grandi en Afrique, après j'ai habité aux États-Unis et je suis arrivée en France que la dernière année de mes études de lycée pour passer mon baccalauréat. Et je pense que tous ces voyages, additionnés à toutes les expositions que j'avais eues, avaient nourri, je pense, vraiment un imaginaire chez moi et une envie d'être dans un métier de la création. Et j'ai pensé que l'architecture, ce qui est extrêmement intéressant, c'est pourquoi j'adore toujours ce métier, j'ai une passion pour ce métier, c'est un métier extrêmement ouvert, qui englobe beaucoup de matières. On a aussi bien le côté artistique, le côté sociologique, le côté économique, le côté scientifique, le côté innovation. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin de mes études de lycée, je me suis dit que c'était un métier qui était tellement ouvert sur les autres, ouvert sur le monde, que c'était ce que je voulais faire. Après mon diplôme donc à l'école d'architecture Paris-Villemain, j'ai très rapidement eu la chance de pouvoir enseigner dans cette même école. Les étudiants, j'ai enseigné pendant 10 ans et c'est une expérience vraiment enrichissante d'être au contact des étudiants et d'être dans un processus de rencontre, d'échange, de discussion permanent. Et en parallèle de cet enseignement, on a également commencé avec Brendan McFarlane que j'ai rencontré au moment de mon diplôme, commencé à répondre à plusieurs petits concours, des petits concours ouverts, à faire des petits projets. Il faut savoir qu'avant de passer mon diplôme, j'avais passé 1 an en Californie, à Los Angeles. Et je trouvais que cette expérience à Los Angeles était également très riche parce qu'on voit que les architectes américains, finalement, au lieu de s'inscrire tout de suite à des grands concours, réalisent souvent des petits projets, des petites extensions. Et ce qu'on a fait donc en parallèle avec Brendan, c'est que très vite, on proposait des projets en des concours, mais on essayait aussi de construire, de valider, soit par des prototypes, des grandes maquettes et des expériences. Et notre première expérience avec un collectionneur, Daniel Bosser, à Paris, pour un appartement, où il fallait présenter sa collection, nous a permis de rencontrer beaucoup d'artistes et de prolonger ces discussions avec ces artistes, la manière dont ils voyaient l'espace, la lumière. Donc c'était des rencontres vraiment très riches. On est toujours en contact, d'ailleurs, avec ces différents artistes avec qui on continue à travailler. On a pu réaliser une extension de maison, donc un tout petit projet à la Garenne-Colombes, et on a gagné notre première commande publique à Val-de-Reuil pour un monument à la mémoire et à la paix qu'on a pu réaliser également. Donc à partir riche de ces différents projets, on a continué à pouvoir répondre à des concours, et le premier, on va dire, grand concours auquel on a répondu, on a eu la chance d'être lauréat, c'est celui du restaurant Georges au centre Pompidou. Et c'est vrai que c'est grâce à cette première commande d'une maison à la Garenne-Colombes, où je pense certains critiques l'avaient remarqué, on a pu être sélectionné pour répondre à ce projet au sein du centre Pompidou. Avec mon associé, je pense qu'on a la particularité d'une part de s'intéresser à beaucoup de domaines différents. On s'intéresse d'une part aux différentes technologies. Si on ne se satisfait pas de ce qu'on a déjà, mais on essaie de découvrir d'autres univers. Donc dans les premiers projets que nous avons réalisés, que ce soit le restaurant ou par exemple le centre de communication Renault dans le 57 Métal, on s'est intéressé aux différentes technologies, comment construire d'une manière plus légère, d'une manière avancée en préfabrication, en explorant de nouveaux matériaux. Donc très vite, on a regardé autour de nous. Et on a rencontré des gens dans l'aéronautique, dans le naval, de la même manière dans les logiciels. Quand on a réalisé nos premiers projets, on n'avait pas tous les logiciels qu'on a maintenant. Et donc, au lieu de dire, on n'a pas les outils pour le faire, on a essayé de trouver où est-ce qu'on pouvait trouver les outils pour le faire. Donc on s'intéresse toujours à ce qui est l'innovation, les gens qui recherchent les innovations et qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'architecture. Parce que je pense que c'est comme ça que
notre aussi profession s'enrichit, c'est qu'on est au contact des autres. Là, en ce moment, on s'intéresse, on travaille avec des écologues, comment travailler d'une manière plus approfondie en biologie. Donc c'est toujours ces échanges qui finalement nous permettent de transformer notre travail, qui finalement en réaction à d'autres domaines de recherche dans d'autres métiers. Et c'est comme ça qu'on voit notre métier, c'est pas comme simplement ce qu'on a appris à l'école. Ce qu'on a appris à l'école, finalement, c'est plutôt une certaine méthode, d'une certaine manière, une certaine ouverture. Et on a le sentiment, finalement, on est toujours à l'école, on est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, on est toujours en train de découvrir de nouvelles choses. Et ça, je pense que c'est extrêmement important en architecture, c'est de continuer à rester ouvert et à écouter les autres et à voir comment on peut construire dans cette discussion. Donc c'est dans les domaines où nous sommes intéressés dans notre travail, on s'est d'abord intéressé un petit peu donc, aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils numériques, comment on pouvait mieux préfabriquer, avec une plus grande préfabrication, comment on peut avoir des outils finalement qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité, parce que le bâtiment quand même souffre souvent d'un problème d'approximation, et c'est vrai que les outils numériques nous amènent des outils de précision et de qualité de réalisation qui sont incroyables, qu'on a pu expérimenter par exemple au Frac Centre à Orléans, et là où il y a eu vraiment un travail global, on va dire, de l'architecte à l'artiste qui était invité au concours, jusqu'à la fin du chantier, et qui est descendu vraiment dans toute la chaîne artisanale. Donc tout ce côté aussi déclinaison, nouvelles technologies, artisanat, et qui fondent un petit peu le savoir constructif qu'on a dans nos territoires nous intéresse beaucoup. Et tout ce qui est en effet en relation avec l'environnement, comment construire d'une manière responsable, comment construire des bâtiments qui ne consomment moins possible d'énergie, comment contrôler la chaîne des matériaux, comment construire des bâtiments qui soient passifs, qui puissent redistribuer de l'énergie, nous intéresse beaucoup. Récemment, nous avons gagné 2 concours pour les concours du C40 Reinventing Cities, où les critères de sélection de ces concours sont 10 critères environnementaux, et quelles sont les propositions qu'on peut apporter. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans ces concours, c'est qu'on ne demande pas de répondre dans un cadre, ce que tendent à nous faire les normes, on vous demande de rentrer finalement à répondre à des cases, et ces concours, en fait, ouvrent le champ à des nouvelles explorations. Donc on est vraiment responsable de la proposition qu'on fait avec les différents scientifiques, avec les différents ingénieurs qui sont associés. Pour appuyer cela, on est aussi associé avec d'autres architectes dans une déclaration commune, partagée avec maintenant plus de 500 signataires. C'est comment les architectes peuvent s'engager, en discutant avec leur maîtrise d'ouvrage, pour construire d'une manière éco-responsable. Le bâtiment est responsable quand même d'une grande partie de la fabrication du CO2. Toute cette profession a mis énormément de temps à s'en rendre compte, à agir. Et donc c'est vraiment un sursaut de responsabilité qui doit s'adresser à tous. Les architectes en ont une grande part, mais c'est toute la chaîne. Donc c'est les maîtrises d'ouvrage, les ingénieurs, les différents clients, les différentes industries. Et comment les différentes filières s'organisent. La filière du bois, la filière du métal. On a toute une chaîne qui doit s'engager pour construire d'une manière éco-responsable et essayer de réduire de manière drastique la diffusion de CO2. Dans la plateforme Architectes Éclair, donc qui est une plateforme où les architectes s'engagent dans une charte environnementale, qui les engage aussi à avoir cette discussion avec les maîtres d'ouvrage, pour que les maîtres d'ouvrage, parce qu'ils sont le commanditaire de l'ouvrage, finalement en soient aussi également persuadés. Et c'est souvent un investissement pour les maîtres d'ouvrage. Donc c'est vraiment une discussion que là l'architecte est acteur, mais il ne peut pas être le seul acteur. Il a besoin que son maître d'ouvrage l'entende et y participe. Et dans les membres fondateurs pour organiser cette charte, qui a été établie au préalable, c'est une charte qui existe d'un point de vue international par des architectes anglais. Donc on n'est pas... La France finalement s'inscrit dans un mouvement international. On est les membres fondateurs, sans vouloir le faire, sans le faire de manière consciente, on est à parité.
entre architectes femmes, architectes hommes, associés ou non. Et ça, voilà. Donc on voit bien que la parité est en marche. Pour les deux projets à Lyon Confluence, le Cube Orange et le Cube Vert, habité par Euronews, c'est un concours passionnant parce que c'est un quartier, la Confluence, qui était en complète restructuration, qui est un ancien site industriel au-dessus de la gare Perrache, qui était vraiment un quartier désaffecté. Si on fait un pas en arrière, en 2005, il n'y avait rien. Et vraiment, c'est tout un nouveau quartier qui s'est construit très rapidement. La proposition qu'on a faite pour le Cube Orange et le Cube Vert, il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'avait jamais fait un immeuble de bureau. Et on s'est dit faire un immeuble de bureau sur un quartier, sur les rives de la Saône, en face des collines de Balme qui sont au sud de la Fourvière à Lyon. C'est un paysage qui est tellement magnifique. La rivière, c'est un paysage pour continuer à le mouvement. On voulait en faire profiter au grand nombre. Donc c'est un projet auquel on va dire, appliqué les standards du bureau, parce qu'il fallait répondre de manière très normée à ce programme particulier, mais où le paysage est venu rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ce qu'on voulait, c'est éviter ce qu'on voit souvent, c'est quand vous avez un très beau paysage, c'est que finalement on construit des façades qui profitent de ce paysage et on oublie les personnes qui habitent derrière. Là, on avait déjà un urbanisme qui était intéressant, c'est un urbanisme fait de plein et de vide qui déjà laissait le paysage rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est très important, c'est comment déjà le paysage urbain est imaginé et comment on laisse respirer le paysage urbain. Déjà, il y avait cette intelligence de site, c'est qu'on a fait un bâtiment, un vide, un bâtiment, un vide. Et on a voulu accentuer encore ce phénomène et on a travaillé avec ce qu'on appelle des cônes de paysage. On a imaginé comme on amène une partie du paysage au plus profond à l'intérieur du bâtiment. Et donc on a une série de dessins qui le montrent et comment on a un cône de vue qui rentre au cœur du bâtiment. Et du coup, on vient creuser le bâtiment pour que tout le monde puisse avoir la vue sur le paysage. Et pas simplement les bureaux qui profitent de la plus belle façade. Donc l'architecture, c'est ça aussi, c'est comment on réfléchit, comment les gens l'habitent, comment les gens sont bien dans un bâtiment. Pour que les gens soient bien dans un bâtiment, il faut qu'ils puissent profiter des caractéristiques qui sont là, et pas simplement un certain nombre. Donc je pense que pour nous, ça c'est vraiment ouvert dans différents projets, c'est un point qui est ancré, qui est là. Et donc là, ces cônes amènent finalement un atrium ouvert, à l'air libre, et on a proposé pour que chaque plateau de bureau a un accès à un espace extérieur. Chaque plateau de bureau a un balcon. Parce qu'on considère que quand on habite dans un bureau, c'est comme quand on habite chez soi. Finalement, on a presque plus de temps de pouvoir profiter d'un balcon en pleine journée au bureau que chez soi. Donc c'était aussi d'amener un peu de domesticité dans un espace de travail. Donc ça c'était un sujet également important à Lyon. Ces deux bâtiments sont très colorés, sont verts et orange. On est dans un ancien site industriel qui demandait d'avoir une nouvelle dynamique. Et c'est vrai qu'on a plutôt inscrit finalement ces bâtiments dans ce paysage qui viennent dialoguer avec le paysage. Et je pense que ça a vraiment... Lyon se l'est bien approprié comme un élément d'architecture moderne, contemporaine. Et très vite, ils ont pris vie avec beaucoup de monde qui vont sur la quai de Confluence. Donc ça a été vraiment une très belle aventure à Lyon. Donc on a également réalisé un immeuble de logements sociaux à Paris, 100 logements sociaux, dont 10 pour handicapés lourds, adaptables dès le début du projet. C'est un terrain qui a un ancien hôpital Hérold. Et ce bâtiment, ce site, avait également un paysage qui était fort, et il fallait qu'on respecte ce paysage. C'est ce qu'on appelle un EVIP, un espace vert intérieur protégé. Et là, on est parti de cette idée-là. C'est un peu une idée qu'on voit qui est permanente dans pas mal de nos projets, c'est comment donc on inscrit le projet dans un grand paysage et au niveau de l'échelle très personnelle humaine. Donc là, on avait ce paysage des arbres du site, le paysage, les anciens HBM, les habitations à bon marché, qui sont les logements sociaux du début du XXe siècle, qui sont en briques, qui sont un petit peu sur toute la ceinture parisienne.
Et là, on a vraiment travaillé, on va dire, l'insertion dans un quartier. On a un quartier qui est très donc, imprégné de cette brique. Ensuite, on a toutes les petites maisons qui sont dans les villas qui sont au nord du parc Chaumont. Donc on était vraiment dans un quartier d'habitation et cette brique nous a inspiré. Et on a travaillé là plus avec un béton auto-teinté dans la masse, couleur argile, couleur de la terre. Donc on a travaillé avec la terre. Parce qu'on pense aussi que habiter, c'est aussi habiter dans un quartier. Donc là, à l'inverse de Lyon, où on essayait finalement de donner une dynamique à un nouveau quartier, là c'était plutôt s'intégrer dans un quartier qui était là. Et donc finalement, on est resté dans la matière du quartier. La terre du jardin, la terre des briques. Et on a travaillé des bâtiments autour des arbres. Donc on a créé des coursives qui sont autour des arbres existants. Et on a toujours la nature qui est présente. Quand on sort de chez soi, on est déjà dans une petite rue. On n'est pas dans une circulation où il n'y a pas de fenêtre. On est à l'air libre, mais on est protégé par la coursive du dessus. Et mais on a un espace généreux, large. On ne fait pas que construire par rapport à un nombre de sécurité, mais par rapport à un espace. Et du coup, l'idée, c'est de réserver des espaces d'échange avec ses voisins, de pouvoir discuter autour d'un arbre et la lumière qui passe. On voit la ville. Ensuite, je pense qu'il y a un point très important avec aussi les logements Hérold, c'est la notion de bien habiter. Je trouve que trop souvent, dans les grandes villes, on raisonne par rapport simplement à l'espace urbain et quelle est l'impression qu'on a d'un immeuble par rapport à l'espace urbain, et on essaye toujours de valoriser les pièces de vie, les séjours, les grandes fenêtres, quelques chambres, et on réserve à ce qu'on appelle la cour, les espaces plutôt de service, au détriment de comment on habite bien. Pour moi, comment on habite, c'est où vient le soleil, où sont les vues, où est le calme, où est-ce que je suis bien. C'est pas est-ce que je suis bien parce que je suis en présentation devant la rue, mais quelles sont les conditions qui nous permettent d'être bien. Et là, à Hérold, on avait côté cour un vaste jardin. Côté rue, on était au nord avec le bruit de la circulation automobile. On a donc tout renversé. Les espaces de vie principaux sont côté cour, donc les séjours, la majorité des chambres. Et côté ville, on a mis ce qui était circulation, distribution, cuisine, salle de bain. Et tous les logements sont traversants. Grâce aux coursives qui sont extérieures, on a toujours un brassage d'air qui traverse le bâtiment, qui donc permettent de le rafraîchir pendant les périodes chaudes. Tous les bâtiments sont protégés par une large coursive qui fait une casquette par rapport au soleil pendant l'été. Et pour les mi-saisons, on a proposé un système de jardin d'hiver qui permettent d'agrandir l'espace habitable, où on a un confort intermédiaire. Mais ça aussi, pour moi, c'est s'adapter aux conditions climatiques. C'est peut-être restreindre un peu la surface très confortable, bien chauffée, des espaces nécessaires, et travailler d'une manière plus perméable avec des extensions de logement, où il y a un climat, peut-être un confort plus relatif. Mais à un moment, quand on voit qu'on est nombreux, qu'on a du mal à acheter plusieurs mètres carrés, il faut peut-être aussi revoir la conception du logement, un petit peu l'image, vous savez, de l'oignon qu'on épluche. On a un cœur très confortable, et après on travaille au fur et à mesure des espaces qui sont en contact avec la ville. Donc c'est un petit peu notre manière d'apprécier le logement. On a un cœur très intime, et après on a des espaces d'interférence avec l'extérieur et avec les autres. Parce qu'on ne peut pas être confortable que tout soi-même, on est en échange permanent avec les autres. Donc c'est notre manière un petit peu de voir le logement. On réalise actuellement notre projet de logement en Belgique, à Knokke-le-Zout, où cette notion d'habiter en vertical comme on habite à l'horizontale, c'est de transformer la rue en espace vertical. On peut habiter une tour, mais en gardant finalement la qualité qu'on trouvait dans les plus petites villes. Donc c'est où l'appartement est plus comme une maison, et où finalement on a des espaces extérieurs attenants à la maison, où on peut rencontrer ses voisins, où les enfants puissent jouer. On n'a pas forcément chaque fois besoin de redescendre en bas d'un bâtiment pour avoir un square, planter ses tomates ou rencontrer les autres. De la même manière dans l'espace de bureau, quand on a un plateau avec un balcon, on n'a pas besoin de descendre en bas son bâtiment, de son siège social pour fumer sa cigarette ou donner un coup de téléphone.
C'est comment finalement le bâtiment intègre ces différents espaces de vie à chaque instant. Le projet de Cité de la Moyenne Design, on l'a gagné en 2005 avec toute une équipe. C'est un programme extrêmement intéressant parce que c'est un bâtiment avec un maître d'ouvrage privé, mais à destination ouvert au public, qui abrite plusieurs organismes, dont l'Institut français de la mode où nous sommes présents aujourd'hui. Et cette question se posait parce qu'on avait sur ce site un bâtiment qui était assez connu, qui était les magasins généraux, construit en 1907, qui était un des premiers bâtiments en béton armé dans la ville de Paris. Et ce bâtiment devait être démoli. Quand on se met dans un circuit un petit peu éco-responsable, on réfléchit quel est ce bâtiment était là, pourquoi est-ce qu'on va le casser, en construire un nouveau aujourd'hui. Nous, on s'est dit, ce bâtiment, cette structure, entre guillemets, c'est pas une structure esthétique, c'était une structure industrielle, mais elle avait un usage, elle a un intérêt, elle portait des charges, donc pourquoi est-ce qu'on ne la conserve pas et on la transforme? Ça, c'est aussi une manière de transformer la ville, c'est comment finalement construire toutes ces différentes strates, les différents moments. Quand on se promène à Rome, on est toujours émerveillé, on fait des sauts en histoire qu'on peut faire. À chaque coin de rue, il y a quelque chose qui ressurgit. Et finalement, on n'est pas dans une ville qui à un moment a été transformée d'un coup de baguette et qui est uniforme. On est bien dans l'histoire. Et là, ce qui nous intéressait, c'est de se dire, on conserve cette structure, 1907, un des premiers bâtiments en béton armé, et on la transforme. Et donc on la transforme en gardant l'aspect de ce béton qui est approximatif, qui a des granulats, qui n'est pas parfait. Mais voilà, 1907, c'était l'état de la construction. Et par contre, on vient y greffer une extension, une surélévation, là, dans laquelle il y a une nouvelle technologie. Donc en structure acier, découpée d'une manière numérique, avec les dernières technologies que l'entreprise Eiffel a pu apporter ici, donc préfabriquée dans l'Est, acheminée et montée depuis la voie fluviale. Donc là, on est vraiment dans des sujets qui nous intéressent, qui rejoignent nos préoccupations environnementales. C'est on conserve, on adapte, on transforme, mais on transforme aussi avec des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies. C'est vraiment ce mariage de ces deux sphères qui nous intéressent. Et c'est quand même un des premiers bâtiments dans Paris où le toit est rendu accessible au public de manière libre. Et on a aussi apporté des éléments végétalisés sur la surélévation. Donc le toit est accessible, on est végétalisé, et on vient compléter l'usage d'un bâtiment qui était déjà là au lieu de le démolir. Et ensuite, le programme, finalement, s'implante de manière très libre. Donc on a l'IFM, on a des restaurants, on a des espaces d'exposition, mais c'est l'idée aussi d'inscrire le bâtiment dans une grande promenade le long du fleuve. On vient du cœur de Paris, on va jusqu'au nouveau quartier du 13e. On a aussi l'idée d'avoir une passerelle qui va le relier jusqu'au quartier du 13e, pour aussi compléter. C'est un projet où on peut déambuler à l'abri des voitures, de manière libre, piétonne. Donc c'est un espace différent aussi parce qu'il n'est pas chauffé. C'est un peu dans cette... les usages sont chauffés, mais après la promenade, l'ensemble, on a des grandes surfaces qui sont à l'air libre, qui sont protégées de l'eau, mais où on n'est ni chauffé ni climatisé. Donc ça aussi, c'est s'inscrire, je pense, dans les nouveaux paradigmes, c'est comment s'adapter et ne pas tout concevoir comme un grand centre commercial, où on est chaque fois complètement à l'aise, mais c'est être toujours en contact avec son environnement extérieur. Je recommence. On a gagné 2 projets récemment avec les concours du C40 Reinventing Cities, qui sont des concours où ce sont les critères environnementaux qui permettent de qualifier les projets. Un des projets est situé à Reykjavik en Islande. C'est un bâtiment tout en bois, avec un toit complètement habité, soit pour des pratiques agricoles sous serre, ainsi que des activités sportives, pour permettre d'avoir un espace semi-extérieur pendant le grand hiver qu'on a dans ces pays nordiques. Et un autre projet à Saint-Denis, avec EDF et un nombre assez important de partenaires, pour faire un démonstrateur
de nouvelles technologies environnementales. On a une serre avec les fermes de Galie qui va venir chercher une grande halle industrielle et où on a cette réflexion qu'on avait déjà abordée avec la Cité de la Mode et du Design, c'est comment requalifier un ancien bâtiment industriel du 19e ou du 20e siècle. Là, il s'agit d'une usine de 1930 et comment on peut la réinscrire dans un cycle plus vertueux, c'est-à-dire que ce bâtiment-là, il a été construit en béton, il a une architecture patrimoniale qu'on veut conserver et on y associe une extension ultra performante d'un point de vue environnemental et productrice d'énergie pour que l'ensemble finalement soit dans un cycle plus vertueux. Donc un bâtiment en béton qui est peu qualifié aujourd'hui, on arrive à le transformer pour que finalement le nouvel établissement puisse être performant aujourd'hui avec les nouvelles préoccupations qu'on a de réduire notre production de CO2. Donc tous les deux, ce sont des projets passionnants parce que ce sont des équipes qui sont très importantes, mais qui réunissent des associations, des scientifiques, des chercheurs, des entreprises qui expérimentent des nouveaux projets, des nouveaux produits. Et ce sont donc des projets prototypes qui nous permettent d'expérimenter. Et donc c'est là où c'est pour nous extrêmement intéressant, c'est qu'on peut continuer à expérimenter avec ces différents partenaires. J'ai participé à ce prix des femmes architectes parce que j'ai pris conscience, un peu tard, dans mon école, on devait être approximativement 50% de femmes étudiantes en architecture. Il n'y avait à ce moment-là aucune différence dans les projets. Ce n'est pas une question de genre. Projet d'étudiantes femmes, d'étudiants hommes, ce n'était pas un sujet, ce n'était pas une question. On ne se posait pas la question. Mais force est de constater, maintenant j'ai plus de 20 ans de carrière, que les 50% de mes collègues femmes architectes qui étaient avec moi à l'école, j'en vois maintenant, sincèrement, à peine 20% dans mon quotidien. Et cela m'oblige à me poser des questions. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. C'est pas un problème de genre. Pas du tout. Mais pourquoi elles ne sont pas là? Et là, c'est un problème. Et je pense, non, que toutes les femmes architectes qui exercent, qui ont, par leurs différents parcours, aujourd'hui ont une agence, sont associées et exercent, doivent, je pense, ont une obligation finalement d'essayer que cette présence de femmes architectes, finalement, soit normale. On a autant de femmes qui sont motivées pour faire ce métier, donc on devrait avoir autant de femmes que d'hommes dans nos parcours, dans notre quotidien, et ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite, c'est un peu pour en parler, et peut-être pour dire aux autres femmes architectes, continuez. On devrait être aujourd'hui 50%, donc œuvrons tout ensemble pour qu'on soit bien 50% dans la présence de notre métier au quotidien. Non. Pas du tout. Non. Alors c'est vrai que c'est moi aussi peut-être dans ma manière d'être, tu vois, je ne laisse pas la place. Mais en général, non. En général, non. En fait, il y a beaucoup plus de femmes dans la maîtrise d'ouvrage. Je trouve qu'il y a pas mal de... Je pense qu'on rencontre de plus en plus de femmes dans la maîtrise d'ouvrage, parce que je pense qu'il y a eu aussi un effort dans les institutions pour que les femmes soient présentes. Tandis que nous, notre exercice, finalement, il est privé, il est à micro, donc c'est plus compliqué. Ça... Très peu. Très peu. Très peu. J'en ai enfin très peu. J'en ai d'ailleurs, je l'avais mis une en photo sur Instagram l'année dernière, parce qu'on en avait une sur un chantier. Et du coup, j'ai une super photo, parce qu'elle est au centre. Il y a tous les hommes qui sont autour, c'était super. Non, mais la discrimination, on la voit, on peut la voir au quotidien quand on est invité à un concours et qu'on va à la visite du site. Je suis la seule femme architecte. Dans mon quotidien, je suis souvent la seule femme. Si on a une réunion sur un projet, il y a peut-être donc une femme maîtrise d'ouvrage, moi femme architecte, et c'est tout. Parce que les ingénieurs sont comme en grande majorité des hommes, les entreprises sont en grande majorité des hommes.
L'effectif qui travaille dans les différentes villes sont en majorité des hommes. Donc voilà, sur une réunion de 20, il y a peut-être 2 femmes. Voilà, donc c'est toute la chaîne en effet fortement masculine et pas à parité. Si je recommanderais ce prix à toutes les femmes d'architectes, parce que c'est une manière de faire connaître leur travail, de les valoriser et de faire connaître à d'autres femmes d'architectes qu'il y a d'autres femmes d'architectes. Et peut-être qu'il faut que les femmes d'architectes soient aussi beaucoup plus solidaires entre elles et s'aident les unes les autres. On est bien je pense, dans un métier global, il ne faut pas penser qu'à soi, mais bien à l'ensemble des architectes. Et je pense que c'est un intérêt partagé, homme-femme, qu'on soit à parité dans ce métier. Alors là, c'est un peu tôt peut-être pour en parler encore. C'est un peu tôt pour en parler. Ouais. Ouais. C'est un peu tôt pour en parler, je pense. Non. Fabienne, elle a eu des retombées déjà. Bulle. Non, enfin, beaucoup des mots de solidarité ou de gentillesse, beaucoup de félicitations. Non, oui. Non, je pense que pour avoir les retombées du prix, c'est... Je pense que le prix va donner une plus grande visibilité pendant l'année 2020 sur nos projets et je pense à une plus grande participation à différentes conférences. Mais bon, ça, je sais pas, c'est un peu tôt faut attendre un an pour en parler, pour refaire le film dans un an.